Bonjour, je suis François Guépès, un expert mondial des photos de chats trop choux, mais un peu floues. D'où le titre de l'exposé, Chat.net. Nous allons, à travers ce biais, nous poser la question comment épargner l'environnement en conservant ces données dans l'ADN. Dans l'ADN du chat, point. Vous avez sauvegardé cette émouvante photo de votre famille sur le cloud, en français le nuage. Comme vous y êtes souvent dans le nuage, vous avez peine à vous remémorer où elle est stockée. Alors même que vos amis vous pressent de la montrer, votre dernier souvenir est de l'avoir engrangée sur votre ordinateur qui se trouve à 100 km de là, chez vous. Vous avez vaguement le souvenir d'avoir un jour coché la case cloud, quoi que cela puisse signifier. Sans trop y croire, vous lancez une application nommée Photos sur votre téléphone et en 2 clics, voici la photo recherchée. Vous n'en revenez pas, vos amis vous félicitent, vous êtes un vrai geek. Mais où se trouve réellement votre photo? Sur votre ordinateur? Sur votre téléphone? Dans le nuage cumulonimbus qui vous surplombe en cet instant? La réponse est plus exotique. Le fichier de votre photo est conservé quelque part sur un disque magnétique dans un immense hangar situé au nord de la Norvège où vous n'avez pourtant jamais mis les pieds. Ce hangar abrite un centre de données. Par sécurité, votre fichier a été dupliqué dans un autre énorme centre situé, disons par exemple, en Estonie. En fait, des disques durs qui étaient des copies de ceux du centre de données norvégien ont été emballés, chargés dans des camions qui ont traversé le continent afin de créer une copie de sécurité. Votre photo de famille ne sera pas perdue en cas d'incident grave dans le hangar norvégien. Alors pourquoi des camions? Eh bien parce que jamais les réseaux informatiques, Internet, etc., n'auraient pu transporter de pareilles quantités de données dans un délai acceptable. Il faudrait à peu près 2 millénaires avec une liaison Internet de qualité moyenne. C'est pourquoi des camions sont utilisés pour de tels transports. Mais au fait, quelles données sont abritées dans de pareils centres de données? Celles de nos connexions familiales, amicales, professionnelles, nos livres, nos photos, nos vidéos, les données de l'industrie, de la recherche scientifique, et bien plus est à venir. Avec l'augmentation du nombre des capteurs connectés, la télésurveillance qui se porte de mieux en mieux dans notre monde, merci, la réalité virtuelle, la consultation médicale à distance qui se porte mieux depuis notre pandémie, les voitures autonomes, etc. Une autre question qu'il faut balayer dès maintenant, c'est pourquoi parle-t-on de données numériques? La musique, ce n'est pas une série de nombres. Justement, la musique, on l'écoutait sur des disques micro-sillons, 33 tours. Ces enregistrements non numériques s'endommageaient dès les premières écoutes. Puis sont arrivés les CD, les compacts disques. Comme le streaming, il s'agit d'une technologie numérique. Tant que le support physique reste en bon état, la musique lue ne connaît aucune dégradation. Pour la photo, la comparaison se ferait entre le procédé argentique sur papier qui vire au sépia à gauche et puis l'approche numérique qui est à droite. Donc, vous voyez que le numérique a l'avantage de la stabilité, en principe parfaite, et puis de permettre un traitement informatique qui est devenu quasi universel.
Autre question, qu'est-ce que représenterait l'ensemble des données accumulées par l'humanité, ce qu'on appelle parfois la sphère globale des données? Ici, notre unité sera le caractère, comme ceux que j'utilise pour écrire une lettre, un chiffre, un symbole. Techniquement, assimilons cela à un octet, soit une suite de 8, 0 ou 1 dans un fichier numérique. Donc, les deux valeurs sont 0 ou 1. Organisé par 8 en octets, ça nous fait donc 2 puissance 8, c'est-à-dire 256 caractères différents possibles, les lettres, les chiffres, les symboles. Alors, en utilisant cette unité, l'octet, on va plutôt dire le caractère, c'est à peu près équivalent, eh bien, la sphère globale des données comprend actuellement autant de caractères qu'il y a d'étoiles dans l'univers observable. Quelques dizaines de milliers de milliards de caractères. Pour transférer tout cela par Internet, il faudrait environ 50 millions d'années. Oui, c'est long. D'autant plus que cette sphère globale double environ tous les 2 ans. Comme disait Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Enfin, du moment que votre photo est sauvegardée et disponible, nous vivons dans un monde merveilleux et vous pourrez continuer à accumuler des photos et vidéos dans le futur. Mais tout de même, ce système qui nous rend le monde merveilleux est-il merveilleux lui-même? Revenons donc à ce gros centre de données norvégien tout à fait typique. Quelques ordres de grandeur. Un hexaoctet, c'est-à-dire 1 milliard de caractères. Dedans, vous trouvez 1 million de serveurs qui ne sont que des ordinateurs dépourvus de clavier et d'écran, des disques durs ou des mémoires statiques et des bandes magnétiques qu'il faut renouveler tous les 5 à 7 ans. Tout ce hangar est sur un terrain de plusieurs centaines de milliers de mètres carrés, presque 1 million de mètres carrés. Sa consommation électrique à lui seul est supérieure à celle d'une ville de 100 000 habitants. Et il faut compter 40 à 50% de cela pour le refroidissement des serveurs, d'où l'intérêt de positionner ces centres dans des régions froides du globe comme le nord de la Norvège. Des milliers de tonnes de métal, chair, de plastique issus du pétrole, de terres rares, des ressources coûteuses à produire, un investissement de quelques milliards d'euros, et tout cela pour une durée de vie de 20 ans. Et puis, nous n'avons pas comptabilisé les réseaux de connexion qui le relient au reste du monde et qui relient les centres entre eux et qui sont également consommateurs de ressources. N'en jetez plus, la coupe est pleine, d'autant que ce n'est là qu'un seul centre. Si la sphère globale des données était entièrement contenue dans des centres de cette taille, il en faudrait 50 000 à ce jour. En fait, ces gros hangars coexistent avec des plus petits bâtiments pour un total mondial de quelques millions de centres de données. Ensemble, tous ces centres couvrent actuellement 1 millionième des terres émergées de la planète. Ils consomment 2 à 4% de l'électricité dans les pays avancés, soit, si tous ces centres étaient ensemble pour former un seul pays, par pure hypothèse, alors ce pays serait le 5e plus gros consommateur d'électricité au monde, se situant entre Inde et Japon. Enfin, du moment que votre photo est sauvegardée et disponible, oui, aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il demain? Répétons-le, nous vivons approximativement un doublement de la sphère globale des données tous les 2 ans. Donc un facteur 100 à 1000 en 20 ans, d'ici 2040. La vraiment mauvaise nouvelle, c'est que la construction de hangars dédiés ainsi que la fabrication de coûteuses ressources, comme par exemple le silicium de qualité électronique, ne suit pas du tout ce doublement. Dans les 20 ans à venir, sera produit seulement 1% du silicium de qualité électronique dont a besoin l'industrie. Je ne parle que d'une ressource parmi d'autres qui peuvent être rares.
continuons à jouer avec la loi exponentielle de ce doublement tous les 2-3 ans. En 2040, hors la faible marge d'optimisation qu'il reste à gagner pour les méthodes conventionnelles, informatiques, électroniques, les centres de données couvriraient 1/1000 des terres émergées. Et je vous laisse calculer la consommation électrique des centres et de leur réseau en 2040. Alors, votre photo, faudra-t-il choisir entre la photo de famille, .ai, la photo de chat, .net, ou la photo de chauve, .tif? Vous ne le croyez pas? Et puis, ce serait trop dur d'en éliminer une. Eh bien, il a été calculé que déjà en 2020, nos capacités de stockage en centre de données correspondent seulement à 40% de nos besoins. Et ce pourcentage va baisser rapidement. Comme on le voit sur le petit graphe en bas à gauche, les besoins augmentent, c'est la courbe bleue, plus vite que la capacité, c'est la courbe noire. Donc même en ignorant l'impact environnemental, il reste donc que le système actuel ne remplit même plus son office. Pour toutes ces raisons, le modèle actuel des centres de données n'est pas soutenable et il deviendra insupportable d'ici 2040. Outre l'optimisation du modèle actuel qui sera limitée, il faut donc trouver rapidement une autre issue au problème des mégadonnées, comme on dit, ou en anglais on dit big data. Vous renoncez à votre photo de chat. Alors, merci pour votre sacrifice et merci pour notre environnement. Mais ce ne sera pas suffisant. On n'a pas besoin de toute cette information. Là, je vous arrête. Vous parlez probablement des informations des autres, mais les autres, eux, ne sont pas forcément passionnés par vos photos, par exemple votre photo de chat, d'autant qu'elle est floue. Je ne voulais pas être désagréable et vous le faire remarquer, mais vous m'y obligez. Plus globalement, il convient de rappeler que l'information a été le moteur de la croissance socio-économique de la civilisation depuis ses débuts, même à l'époque où l'homme était chasseur et cueilleur, où il fallait trouver et informer ses copains de où se trouvait le gibier ou bien les bonnes cueillettes. C'est un fait que la production d'informations corrèle avec le bien-être social et la croissance économique. Or, la production et l'utilisation de l'information ont connu une croissance exponentielle dans les dernières décennies. Qu'alors y faire? Jeu de mots, allusion au fait que les serveurs chauffent beaucoup. Plusieurs choses. Économiser notre espace de stockage de données. Distinguer les données méritant d'être conservées, compresser et interpréter les données, éduquer les petits et les grands, changer radicalement le modèle des centres de données. Développons calmement tout ceci à l'aide de petits exemples. On commence par économiser notre espace de stockage de données. Par exemple, telle photo de chat trop chou mais un peu floue est sur votre mémoire d'ordinateur ou de téléphone. Mais vous n'êtes pas seul à l'apprécier. Des millions de fans l'ont gardé aussi. Et leurs données informatiques sont sauvegardées en de multiples exemplaires dans divers centres de données, souvent à leur insu. Si ces millions de fans avaient conservé et échangé le lien Internet vers cette photo de chat.net, vous voyez à gauche quelques caractères, une vingtaine de caractères, allez, plutôt que le fichier de la même photo, à droite, 100 000 à 2 millions de caractères, le gain d'espace aurait été d'un facteur 5000 à 100 000. Mais ça ne s'applique pas juste à votre photo de chat. Internet ne regorge pas que d'une seule photo de chat. Et il n'y a pas que des photos de chats. Et puis il n'y a pas que des photos. Et puis il n'y a pas qu'Internet. Donc c'est un cas clair pour lequel la discipline et la compréhension de chacun fera une différence gigantesque à l'arrivée. Le deuxième point, distinguer les données méritant d'être conservées. Bien sûr, toutes les données ne sont pas égales.
de sublimes films anciens ont été numérisés et archivés, mais le coût de cet archivage les met actuellement en danger. Or, ils font partie du patrimoine le plus précieux de l'humanité. Mais le statut de votre brosse à dents connectée l'an passé n'en fait pas partie, même si vos dents font partie de votre patrimoine personnel le plus précieux. Schématiquement, il faudrait distinguer 3 types de données. À droite, celles d'usage immédiat qui ont un intérêt nul dans le futur. Par exemple, les capteurs de vitesse et de pente de votre voiture ont déterminé son passage automatique en 3e vitesse. Pas besoin de garder ça pour l'éternité. Tout à l'inverse, à gauche, celles méritant un archivage longue durée. Patrimoine artistique, les films, patrimoine scientifique, comme les expériences passées de physique nucléaire, qui sont utiles à transmettre entre générations de physiciens. Au milieu, vous avez un cas intermédiaire, par exemple, les données de télésurveillance qui ne sont généralement pas conservées au-delà d'un jour, sauf si une enquête est diligentée. Dans le cadre professionnel, ces distinctions sont souvent opérées et permettent à l'actuel déficit en espace de stockage de se creuser pour l'instant sans douleur. Pour poursuivre sur la lancée, il serait nécessaire d'étendre les domaines d'activité qui opèrent une distinction soigneuse entre ces différentes durées de stockage et, si possible, d'automatiser les décisions. Le 3e point, compresser et interpréter les données. On commence par la compression, qui recouvre en général des techniques informatiques pour réduire la taille d'un fichier en perdant peu ou pas d'informations utiles. Un exemple type, c'est une image dans laquelle, à un endroit, il y a un grand aplat de couleur constante, verte ici. Cette zone, on peut la décrire de 2 manières. À gauche, une manière très concise. On indique une seule fois sa couleur, vert, et ensuite on précise géométriquement ses frontières, qui font en l'occurrence 100 par 100 pixels, alors qu'à droite, vous voyez, si on ne compresse pas, on va dire vert est le pixel 1, vert est le pixel 2, etc. Et il y en a 10 000 comme ça, 100 fois 100. Vous voyez que à gauche, j'ai gagné un facteur 10 000 à peu près par rapport à la description à droite. Beaucoup d'entre nous connaissent les standards de compression d'image, comme par exemple PNG qui préserve toute l'information ou JPEG qui en perd une part. Ces techniques sont essentielles pour la réduction des volumes d'informations à sauvegarder. Pourtant, j'estime, et là c'est un point de vue personnel que j'exprime ici, j'estime que des approches plus radicales doivent y être combinées au vu du fardeau grandissant des données. Il s'agit, ni plus ni moins, de ce qu'on appelle en langage courant l'interprétation des informations, des données, des résultats. Je prends un exemple issu de mon passé de biologiste cellulaire. Supposons que nous souhaitions connaître les réactions d'une cellule vivant en culture dans le laboratoire. Ces cultures sont représentées ici à gauche sous un microscope. Ces réactions d'une cellule ont un traitement médicamenteux. Pour cela, supposons que nous ayons mesuré au microscope l'évolution temporelle et spatiale de la production de ces dizaines de milliers de protéines grâce à une série d'images à très haute résolution, représentées à droite. Et finalement, supposons que, parvenus à la fin de nos expériences, nous décrivions ces résultats dans un article scientifique. Nous conclurons par exemple que ce traitement induit la baisse de production des protéines P1 et P2, qui, dans ce contexte, sont très pertinentes pour telle raison, blablabla. Donc c'est là l'interprétation du plus haut niveau possible. Il est donc possible de remplacer
des centaines de lourds fichiers d'images qui représentent des millions de caractères par une phrase contenant seulement quelques caractères. Par exemple, cette phrase peut être « Si telle cellule subit tel traitement, alors les productions de ces protéines P1 et P2 baissent respectivement de 40 et 26% en 65 minutes. » Gain, 1 milliard. En pareil cas, les fichiers d'origine restent importants pendant quelques temps, mais on pourrait automatiquement les supprimer 1 an après la publication de cet article, par exemple. Au-delà, seule serait conservée l'interprétation signifiante, c'est-à-dire la phrase que j'ai dite, contextualisée par l'article scientifique. Il sera indispensable d'introduire cette compression par l'interprétation, suivie bien sûr de compression informatique conventionnelle. Alors, je suggère de réfléchir dès maintenant à ces modalités selon les cas qui se présentent dans les très divers champs de l'activité humaine. Et j'en viens au point 4 qui est essentiel, éduquer les petits et les grands. Comment? Selon les cas, sur la question 1, économiser notre espace de stockage de données, ce pourrait être enseigné de manière ludique et visuelle dès l'âge des premiers terminaux informatiques, ce qui souvent c'est le téléphone mobile confié à un enfant. Le point 2, concernant la durée de conservation des informations, pourrait faire l'objet de sensibilisation progressive durant les cycles secondaires d'enseignement en s'appuyant concrètement sur les activités habituelles de cet âge. Le point 3, portant sur la compression et son avatar ultime, l'interprétation, pourrait tôt faire l'objet d'une prise de conscience pour ensuite évoluer et se spécialiser au gré des activités professionnelles de chacun. Alors, avec toutes ces améliorations en vue, vous vous demandez si finalement vous ne pourriez pas garder votre photo de chat.net. Non. Non, gardez plutôt le pointeur web vers cette photo et allez faire votre stage de civisme internautique. Éducation. Éducation. Alors, j'en viens au tout dernier point. Changer radicalement le modèle des centres de données. Il serait utile à toutes les personnes connectées d'avoir quelques notions du fonctionnement des centres de données pour bien motiver et diriger leurs efforts d'économie. Or, 75% des humains seront connectés en 2025 et chacun interagira avec des données toutes les 18 secondes en moyenne. Pour le stockage et l'archivage des données, les centres reposent sur des solutions admirables au plan technique, mais n'offront plus de marge suffisante d'optimisation pour faire face au déluge des données, comme nous l'avons décrit tout à l'heure. En outre, leur impact environnemental est déjà problématique. Un chantier de 20 ans se dresse devant nous pour révolutionner ces technologies. L'Académie des technologies en France s'est penchée sur cette question durant 2 années, 2018-2020. Son groupe de travail s'est focalisé sur la piste de l'ADN. L'ADN serait ici utilisé comme un composé chimique en dehors du vivant et d'ailleurs pourrait être remplacé par une autre fibre du type plastique. Je vais maintenant résumer pour vous les conclusions de ce groupe de travail que j'ai animé. L'idée globale, je vous la livre d'emblée, c'est de remplacer ce hangar de données dont vous voyez la taille à celle des routes et des camions qui circulent autour, par un gramme d'ADN représenté à gauche comme un minuscule point dans un cercle rouge sur la diapo. Mais revenons à nos chats. Imaginez une molécule tout en longueur dépourvue de branchements linéaires. Imaginez de plus que cette molécule soit constituée de l'enchaînement de 2 sortes de briques différents par leur couleur. Par exemple, saphir
ou S, ou Nankin, N. Comme mon fichier numérique est constitué d'un enchaînement de 0 et de 1, il suffit de le coder en décidant que 0 vaut S et 1 vaut N, ou l'inverse, hein, c'est totalement arbitraire, comme indiqué sur la diapo. Ainsi, je pourrais enchaîner les briques ou monomères dans cette molécule en longueur ou polymère et l'octet 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 qui code normalement le caractère dièse serait recodé en S, S, N, S, 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 N, N. Et puis, voilà, je peux avoir des octets qui s'ajoutent à d'autres octets le long de mon polymère. Pour écrire la molécule, le polymère portant l'enchaînement correct des briques monomères S et N, et il faut une synthèse chimique qui doit être contrôlée afin de positionner les briques dans le bon ordre. Vous le dites? Oui, oui, ça marche aussi avec du Lego, hein, du moment que vous avez des briques de Lego d'au moins 2 couleurs. Mais avec du Lego, vous ne risquez pas de réduire le volume des données, car ces briques sont énormes à l'échelle d'un disque dur. Or, l'intérêt du stockage à l'échelle de la molécule, du polymère, c'est justement que ces briques sont bien plus petites que l'espace dédié à un 0 ou bien un 1 sur un disque dur, une bande magnétique, etc. Où en sommes-nous? Bon, nous avons codé puis écrit la molécule. Maintenant, il faut encore la stocker sans qu'elle se dégrade. Et enfin, le moment venu, elle sera sortie de stockage et soumise au processus inverse, lecture et puis décodage. La lecture consiste à lire la séquence des briques dans l'ordre, S, puis N, etc. Le décodage consiste à transformer la séquence S, puis N en 0, puis 0, puis 1, etc. Et voilà le fichier numérique d'origine reconstituée. Il devrait être possible d'encore densifier le support des données numériques. Par exemple, en utilisant des alphabets plus fournis que juste 0, 1 ou bien S et N. Au lieu de ces alphabets binaires, prenons-en un qui soit quaternaire, comme A, C, T et G, 4 lettres, avec des correspondances qui vont apparaître dans un instant. Mais vous voyez que mon octet 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, qui code dièse, sera recodé sans changement de mes 0 et de mes 1, mais avec 4 briques, la brique 0, 0, la brique 1, 0, la brique 0, 0, la brique 1, 1. Donc, dans le cas de l'ADN, je n'aurai plus besoin que de 4 éléments, 4 monomères, pour coder le caractère dièse, alors qu'avec 2 briques, il me fallait 8 monomères. Donc, je suis plus compact. Alors, nous pourrions imaginer des codages-décodages plus sophistiqués. Il en existe déjà, hein, d'ailleurs. Mais celui-ci tient parfaitement la route. Alors, l'ADN, pour en revenir à lui, c'est le constituant de nos chromosomes. C'est un polymère linéaire, il n'y a pas de branchement, il comporte 4 briques ou monomères. A, C, G, T. Mais comme disait Coluche, je n'ai pas le droit de vous dire le nom du syndicat, mais je peux vous dire l'acronyme CGT. Il pourrait donc faire l'affaire en tant que composé chimique utilisé en dehors du vivant. Un avantage décisif de cette molécule, c'est que les technologies développées par l'homme pour lire et écrire l'ADN depuis les années 1980 sont bien avancées
parce qu'elles sont portées par les très rapides progrès du domaine biomédical qui s'est illustré récemment dans cette fâcheuse pandémie. Une petite complication pratique avec l'ADN est qu'en fait, il se présente généralement comme une hélice faite de 2 brins courants en sens opposé. Mais les 2 brins sont complémentaires. En face d'un A, il y a toujours un T. En face d'un C, il y a toujours un G. Aussi, en ne considérant qu'un seul des brins, ce qui est montré un peu plus à gauche, et en le déroulant, ce qui est montré encore plus à gauche, nous ne perdons aucune information, nous n'avons rien à changer aux considérations ci-dessus. Vous avez votre séquence d'ADN, T, CC, TAC, etc. Une petite parenthèse sur les ordres de grandeur. Notre génome, qui prend la forme de 46 chromosomes dans le noyau de chacune de nos 100 000 milliards de cellules, fait au total 3,5 milliards de briques de long. Il aurait donc le potentiel, avec notre petit système, de coder 0,8 milliards de caractères, 4 fois moins, soit un film en basse résolution, ce qui est peut-être un peu décevant, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas décevant, c'est juste l'incroyable efficacité du système vivant que l'on touche du doigt. Mais rappelons qu'ici, nous considérons l'ADN comme un composé chimique en dehors du vivant. Avant de quitter le domaine des polymères numériques, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui permettent de stocker des informations numériques, il faut signaler que d'excellents chimistes estiment que l'ADN n'est pas le support idéal pour les données informatiques. Ils proposent soit de le rectifier par des retouches plus ou moins profondes, soit de s'en éloigner pour choisir des polymères très différents, mais répondant aux critères définis plus haut. Et cela inclut des fibres de type plastique d'une résistance extraordinaire. Mais revenons à la piste de l'ADN, puisque sa faisabilité a été démontrée. Il peut servir de polymère numérique. Quel principe guide l'usage de l'ADN pour stocker des données numériques? Il suffit de 5 étapes. Coder, écrire, stocker, lire, décoder. Coder et décoder sont des opérations miroirs l'une de l'autre qui se font dans l'ordinateur de la manière la plus simple, et on l'a vu, on remplace 0,0 par A, 0,1 par C, et l'inverse. Nous avons examiné comment coder avec au moins 2 briques, 4 pour l'ADN, décoder n'est pas plus difficile, se fait par l'informatique aussi. Écrire et lire sont des opérations chimiques. Écrire, c'est synthétiser chimiquement l'ADN ou un autre polymère. Lire, c'est l'opération inverse, qu'on appelle aussi le séquençage, c'est-à-dire qu'on veut déterminer la séquence de ces briques ou monomères. Entre ces 2 aspects, stocker, c'est protéger la molécule dans un conteneur. Pour l'ADN, le procédé actuellement le plus performant permet de le conserver durant des dizaines de milliers d'années à température ambiante, sans aucune dépense d'énergie. L'ADN est protégé en atmosphère inerte, dans un conteneur en verre et acier de la taille d'une petite pile-bouton. Ce mode de stockage ne consomme ni énergie ni ressources. On va y revenir, parce que maintenant on va examiner les gains que l'on peut attendre de ce stockage moléculaire par rapport à la situation actuelle du stockage informatique. D'abord, une brève parenthèse sur un prototype automatisé qui permet de réaliser l'ensemble des 5 opérations, écrire, stocker, lire, et qui actuellement, en 2019, permettait de faire ces opérations sur 1 milliard de caractères en 24 heures. Ça représente donc à peu près un film.
Alors, si on remplaçait ce gros centre par ce point avec l'ADN, premier gain, la densité informationnelle. Là où on a vu qu'aujourd'hui, déjà, les centres de données couvrent 1/1000e des terres émergées, les mêmes, dans l'ADN, tiendraient réalistement dans une fourgonnette. C'est représenté à gauche. Donc là, le gain est de l'ordre d'un facteur 10 millions. La longévité. Il a été mentionné que les disques durs, bandes magnétiques et SSD ont une durée de vie de l'ordre de 5 à 7 ans, après quoi il faut recopier. La demi-vie de l'ADN à température ambiante, protégée de ces trois ennemis que sont l'humidité, l'oxygène et la lumière, est de 52 000 ans, c'est-à-dire qu'on a perdu la moitié de nos molécules en 52 000 ans. Ça va, ça laisse un petit peu de marge. La consommation électrique. Donc on disait que globalement, les centres de données et leurs réseaux consomment 2 à 4 % de l'électricité dans les pays avancés. L'ADN ne consomme rien en stockage, on l'a vu, et il a été estimé par des agences des États-Unis, d'Amérique, IARPA, NSF, que, puisqu'il faut quand même réaliser des opérations sur l'ADN, ça pourrait coûter à peu près 1/1000e de ce que ça coûte actuellement en électricité. Gain à facteur 1000. L'avantage évident de l'ADN, c'est lorsqu'il faut faire des copies. On a vu à quel point c'était pénible de faire une seule copie en dupliquant les disques, en les emballant dans des camions, en traversant un continent pour aller les planter dans un second centre de données. En ce qui concerne l'ADN, ça va vous prendre 3 heures et quelques centimes de réaliser 1 milliard de copies. Une méthode qu'on appelle PCR. Donc là, le gain, on ne peut même pas le mesurer, mais il est énorme. On peut aussi parler brièvement de la destruction volontaire. Donc, il y a les méthodes informatiques de destruction qui fonctionnent, hein, sauf lorsque on se trouve devant un réseau social qui ignore le droit à l'oubli, mais sinon, le principe, oui. Les méthodes anciennes, c'est de réduire des documents papier, comme indiqué sur la petite photo, en lanières. Là, ces méthodes sont imparfaites. On peut retrouver traces de données sur des disques après qu'elles aient été effacées, à moins d'avoir pris des précautions particulières. Et en ce qui concerne le papier, il y a une anecdote, mais réelle, hein, qui est que la police politique est-allemande, la Stasi, quand elle a vu que le mur de Berlin allait tomber, en 1989, a détruit ces documents papier. Et depuis, il y a une dizaine de personnes à Berlin qui sont en train de reconstituer les dossiers de la Stasi avec du scotch. De l'autre côté, à gauche, vous avez l'ADN. Vous pouvez utiliser une méthode biochimique pour quelques secondes et quelques centimes, avec des protéines qu'on trouve dans le commerce. Vous pouvez détruire votre ADN de façon absolument définitive et irrécupérable. Mais à supposer que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la ressource sous la main, mais que voilà, les données sont sensibles, vous êtes dans un manoir anglais, un feu brûle dans la cheminée, il faut absolument se débarrasser, vous avez 2 secondes pour vous débarrasser d'informations particulièrement sensibles, vous jetez la capsule dans le feu. C'est imparable. Donc, il y a des méthodes physiques et chimiques de destruction volontaire. Une question significative, c'est celle de l'obsolescence. Et je ne parle plus de la longévité du support, je parle bien
de l'obsolescence des formats et des dispositifs. Si vous pensez par exemple aux mini-cassettes ou si vous pensez aux disquettes de 3 pouces, par exemple, ces formats ont disparu et on ne vend plus les dispositifs pour les écrire et les lire. Les changements sont très fréquents. En ce qui concerne l'ADN, il n'y a pas du tout d'obsolescence tant que l'homme dispose des technologies nécessaires à l'écriture et la lecture de l'ADN qui font partie intégrante de la médecine moderne. Alors, au vu de tous ces avantages, pourquoi votre photo de chat n'est pas stockée sous forme d'ADN? Non, la bonne réponse n'est pas que votre chat stocke de l'ADN, son ADN. Je parlais de sa photo qu'il s'agit de stocker sur de l'ADN en dehors du chat, en dehors du vivant, sous la forme de fichiers numériques 0,1 qui ont été recodés en ACTG. La réponse, c'est que oui, on a la preuve de principe que le stockage de données sur l'ADN existe. Oui, on a des prototypes. Oui, on le fait. Mais c'est une question de viabilité économique. Les technologies associées à l'ADN doivent encore progresser fortement avant de devenir compétitives par rapport aux solutions conventionnelles. Au plan du coût de l'écriture et de la lecture, aussi bien d'ailleurs que de leur vitesse, il faut progresser d'un facteur 1000 environ pour la lecture et 100 millions pour l'écriture. Comment ça? Revenez m'en parler au XXIe siècle. Non, pas du tout. Il est important de réaliser que depuis des décennies, ces technologies progressent à un rythme effréné d'un facteur 2 tous les 6 mois, donc un facteur 1000 tous les 5 ans, ou 1 million tous les 10 ans. Autrement dit, la lecture sera compétitive dans 5 ans et l'écriture dans moins de 15 ans, d'autant qu'il y a des innovations de rupture, comme on dit, c'est-à-dire des vrais changements des technologies qui vont nourrir la suite de cette évolution. D'ici 2024, une seule machine pourra probablement écrire et lire 1000 milliards de caractères, c'est-à-dire 1000 films par jour, alors qu'aujourd'hui, c'est 1 par jour. Par rapport, pour les geeks, hein, il me reste 2 diapos, par rapport à la pyramide des types de mémoire dans les systèmes informatiques, qui est représentée ici, où vous avez, plus vous allez vers le bas, plus la capacité augmente, mais plus le temps d'accès augmente, donc la capacité la plus grande et l'accessibilité la plus lente, c'est la bande magnétique tout en bas. Par rapport à cette situation, l'ADN ou d'autres polymères viendront assez naturellement, au moins au début, en bas de la pyramide, c'est-à-dire en complément avec la bande magnétique pour le stockage froid, comme on dit, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas besoin de toucher et d'aller chercher toutes les 10 microsecondes, mais seulement rarement. Et il n'est possible qu'ensuite, avec les années, on évolue vers une compétition entre ADN ou autres polymères, c'est-à-dire le stockage moléculaire, et la bande magnétique. Alors, le dernier mot sera sur le marché potentiel. On a vu que l'handicap de l'ADN ou d'autres polymères, c'est la lenteur et le coût des procédés d'écriture et de lecture. Et donc, pour l'instant, encore quelques années, ce sera plutôt réservé aux archivages longue durée du type stockage froid. Donc, sous 5 à 10 ans pour des marchés de niche, sous 10 à 20 ans pour des marchés plus globaux. Alors, que pourraient être les premiers marchés de niche? Eh bien, voilà des exemples. Le patrimoine culturel, hein, les films, les livres, les monuments scannés en 3 dimensions, clairement, c'est des choses qu'on veut garder, qu'on n'a pas du tout l'intention de modifier. C'est juste l'inverse. On veut les conserver telles quelles.
On peut penser au patrimoine scientifique. J'ai déjà mentionné des résultats de physique nucléaire, par exemple. On peut aussi mentionner des obligations réglementaires, comme celles des banques qui vont à garder pendant 12 ans les données de leurs clients. En somme, j'ai envie de vous dire, grâce à l'ADN ou à d'autres polymères numériques, le monde, nous venons de le sauver. Ouf!